Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. C'est là notre petit rendez-vous qui commence autour d'un petit café, comme d'habitude. Ici, on parle d'action tranquillement entre nous dans un esprit pragmatique. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais te partager mes convictions personnelles sur 3 actions PEA d'intérêt, voire à potentiel en avril 2024. Allez, on commence avec Total Énergie qui fête ses 100 ans cette année. C'est beau. Et pour les intrus qui ne connaîtraient pas encore Total, c'est une major pétrolière française, top 5 mondiale, avec ses activités downstream, midstream, upstream, qui permet de délivrer de l'énergie à notre société pour que des hommes, des femmes puissent se déplacer, construire et apporter de la valeur dans le monde à d'autres humains. Voilà, et l'énergie, tu le sais bien, c'est clé dans notre économie. Total, c'est un des acteurs principaux, autant sur le pétrole d'ailleurs que sur le gaz, que sur le renouvelable, l'électricité. D'ailleurs, Total, c'est dans le top européen des acteurs du renouvelable, avec des projets qui sont rentables avec plus de 15 milliards par an investis. Alors, je te parle de Total Énergie ici, car mes prix ont été atteints sur son action, sur cette belle entreprise française. Aujourd'hui, on est à 66 € l'action ce mois d'avril, avec sur un an une performance de plus 16% de croissance. On les prend, hein, avec presque 3 € de dividendes annuels. Donc la Total nous délivre désormais 79 centimes par action en 4 fois par an. De quoi réjouir ses fidèles actionnaires dont le dernier dividende, du coup, c'était hier, donc le 3 avril. Et jour de paye, du coup, pour ceux qui sont dans un esprit de rente et jour de réinvestissement, si on veut, pour ceux qui sont dans un esprit de croissance. Donc voilà, si tu es actionnaire, tu as dû y toucher hier ce 3 avril, tes petits dividendes ou gros dividendes, ça dépend, modulo un petit délai bien sûr de quelques jours selon ta banque ou ton courtier, donc ça va arriver cette semaine ou la semaine prochaine selon ta banque ou ton courtier, et si tu détenais l'action avant la date d'exercice bien sûr, le 20 mars dernier. Alors ce que j'aime moi avec Total, c'est sa capacité à délivrer bien sûr de justes dividendes bien réinvestis. Ils font des petits, là on est vraiment dans un cas où on peut le dire, on a quand même plus que 5,6% de rentabilité moyenne par an en réinvestissant les dividendes. On est sur une performance qui est très propre. On est proche d'un facteur 2 tous les 10 ans. C'est vraiment très bien. Et ces dividendes, ils ne viennent pas de nulle part, bien sûr. C'est grâce à sa capacité à délivrer des bénéfices. Et j'ai bien dit bénéfices ici, amplement mérités, qui ne sont pas en aucun cas des super profits. Ça n'existe pas, les super profits. Il y a des entreprises qui fonctionnent. Il y a des entreprises qui ne fonctionnent pas. Donc celles qui fonctionnent, elles font des bénéfices. Celles qui ne fonctionnent pas, elles n'en font pas. C'est tout. Donc voilà, en France, on devrait plutôt laisser davantage les entreprises et les citoyens bosser et faire du cash plutôt que d'empiler l'administratif, les normes et les taxes. Aujourd'hui, Total, du haut de ses 160 milliards de capitalisation, TTE aujourd'hui est valorisé à x7,2 ses bénéfices anticipés. Avec mes hypothèses de 22,3 milliards de bénéfices pour 2024, aujourd'hui ça représente un timide plus 4%. Mais c'est bien en fait, parce qu'avec ces hypothèses conservatrices, on est pas trop cher aujourd'hui. On est plutôt à un bon niveau de valorisation et ça, c'est quand même bien d'en prendre conscience. Le tout avec un avantage de diversification parce que quand même Total, quand tu es actionnaire, il y a un chiffre d'affaires qui est délivré un peu partout. D'abord en Europe bien sûr, puis aux États-Unis, c'est appréciable et ailleurs, avec une majorité de son chiffre qui est réalisé sur le pétrole. Donc bien sûr, il faut avoir ça en tête quand on investit sur Total Énergie. Et sa partie qui est en croissance, électricité et renouvelable et gaz, qui est quand même intéressante, qui compte pour 18% de son chiffre d'affaires. Alors maintenant, si on prend en compte les tensions qui pèsent sur la géopolitique mondiale, dans un contexte de guerre sur plusieurs fronts, quand on prend tout ça en compte, on pourrait penser qu'un pétrole à 85 $ le baril, comme aujourd'hui, c'est bien pricé. Sachant que toujours c'est des tensions, elles ne sont pas toutes réalisées, certaines le sont, d'autres pas. C'est d'ailleurs un prix que je t'avais anticipé, je t'avais partagé même en janvier, que le prix du baril pourrait atteindre 85 $, on l'a vu cette année, avec la montée des tensions, mais pas que. Donc oui, d'un côté, ça pourrait mettre le feu à la poudrière si on veut, et en cas de nouveaux conflits ou d'augmentation d'intensité dans certains conflits, qui pourraient créer une pression haussière, donc une demande qui repartirait à la hausse sur le pétrole et du coup une pression haussière sur le baril de brut. Aujourd'hui, on a surtout d'un autre côté une limitation de l'offre et c'est par la limitation de l'offre qu'on observe, à mon avis, à mon sens, la croissance sur
le prix du pétrole récemment, avec notamment l'OPEC. Donc l'OPEC+, tu sais, c'est un regroupement de pays producteurs de pétrole. Moi, j'aime bien dire que c'est l'équivalent de la Banque centrale du pétrole. Ici, en 2024, on a une pression à la hausse par restriction de la production. Si on a l'Arabie Saoudite qui, notamment, parce qu'il y en a d'autres, mais elle, c'est un des plus gros producteurs, elle passe à 9 millions de barils par jour. Alors que, en temps normal, elle pouvait en faire plus, autour de 12-13 millions de barils par jour. Donc disons, elle a une capacité qui est 30% supérieure à ce qu'elle livre actuellement. Et sous fond de tension géopolitique, on pourrait se dire qu'il y a pas mal de facteurs côté demande et côté offre qui incitent une hausse sur le prix du baril. Donc oui, on est dans une situation où ça ne m'étonnerait pas qu'on monte un peu plus haut sur l'or noir, et qui dit baril dit se rapprocherait des 100 $, dit bien sûr pression inflationniste, dit aussi Total Energy qui va faire tourner la planche à plein régime. Et par là, je veux dire sa machine à cash, bien sûr, parce que pour Total Energy, ça va augmenter sa marge naturellement avec un coût de revient sous les 25 $ le baril. Et c'est bien sûr bénéfique pour nous, ces actionnaires. Et ça me permet de me dire que Total, aujourd'hui, à 66-67 € l'action, c'est bien estimé. Ça me permet quand même d'engranger des dividendes aujourd'hui, de les réinvestir. Donc voilà, aujourd'hui, moi, je suis dans une position plutôt de conservation du titre. Je ne vais pas renforcer comme ça, mais par contre, je vais utiliser les dividendes reçus pour renforcer uniquement, bien sûr, sur des dividendes perçus sur un PEA. J'ai vu aussi que Total va verser 100 actions à ses employés. Donc 100 actions pour les 100 ans de Total, c'est pas mal, ça a un beau coup de com', c'est vraiment vertueux de faire ce type de démarche, de faire participer au final ses employés à la réussite de l'entreprise, des employés qui représentent quand même à peu près 6% du capital de l'entreprise, c'est pas rien, sachant qu'en France, on est 1% à peu près à être actionnaire. Et voilà, c'est quand même une belle entreprise de rentier aujourd'hui, Total Energy, on va pas dire le contraire. De plus en plus de Français l'achètent sur PEA. Donc voilà, le fruit du travail bien investi, ça rapporte. Donc bien sûr, aujourd'hui, pour éviter de trop donner à l'État, vaut mieux le faire sur PEA parce que sur CTO, il y a une flat tax à 30%. Sachant qu'aujourd'hui, ils ont prévu, en tout cas, Premier ministre, et voilà, on sent qu'en ce moment, la pression va un peu augmenter côté impôt. Donc, ils ont prévu de taxer davantage les rentiers, ou en tout cas, ceux qui ont mis de côté du capital. Donc voilà, comme si le capital acquis n'avait pas été déjà suffisamment taxé. Donc, c'est l'esprit en ce moment qui est en France. Donc là, je pense qu'il faut quand même garder plutôt un esprit un peu contraire à ça, et plutôt de se dire qu'il faut se réjouir qu'en France, on a des grandes entreprises et des personnes qui font des bénéfices, voilà, qui font du cash. Il faut quand même se réjouir de ça. Sans tomber dans la caricature de il faut taxer les riches, hein. Ils ont essayé pendant 40 ans, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, bref, ça réduit pas les déficits, on a 5,5 et en projeté 10% de déficit quand même en France. On va voir ce que ça va donner d'ailleurs avec Fitch, Moody's, S&P, qui pourraient dégrader, qui vont d'ailleurs dégrader la note de la France. Ça, on le sait, c'est un secret de polichinelle. Et certainement mettre des perspectives négatives. Ça, on va voir que ça a des conséquences. J'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Donc voilà, Total, moi je pense qu'on peut encore attendre des records de bénéfices, même des records sur son prix d'action, sans renforcer non plus, mais voilà, réinvestir les dividendes, moi je trouve que c'est une bonne stratégie aujourd'hui pour moi. Aujourd'hui, moi je vise les 68 € l'action pour la fin de l'année, avec un risque de 25%. C'est quand même OK pour un portefeuille géré en bon père de famille. Ensuite, on passe à Stellantis, né en 2021 suite à la fusion de Fiat Chrysler et de PSA Peugeot Citroën, qui figure aujourd'hui dans le top 5 mondial des constructeurs automobiles, avec un bon nombre de ses véhicules vendus aux USA et aussi en Europe. Aujourd'hui, son action est à 25 €. Et oui, c'était une de mes top actions dont je t'avais parlé régulièrement. En 2023, ça a payé avec plus que 57% de performance. On est quand même pas mal ici avec le tout. Bien sûr, avec des juteux dividendes aussi, qui aujourd'hui encore à plus de 6%. Donc voilà, ça reste une entreprise qui a du potentiel suite à sa fusion. Donc beau succès depuis sa fusion avec une belle croissance de ses bénéfices et du profit de ses synergies, qui nous réjouit, nous actionnaires, avec un potentiel qui s'est réalisé en termes de profit depuis sa faible valorisation initiale. Alors, les rênes aujourd'hui de Stellantis sont bien tenues avec Carlos Tavares, le PDG, qui fait vraiment du bon boulot, bien que le secteur automobile a subi quand même un ralentissement au deuxième semestre 2023, avec des volumes qui étaient en baisse dans un contexte inflationniste, avec un prix d'occasion qui a explosé.
aujourd'hui, Stellantis a démontré en 2023, et je pense qu'elle démontrera aussi en 2024, qu'elle a été capable et qu'elle sera encore capable de refacturer l'inflation client final, tout en maintenant des volumes élevés. Donc voilà, aujourd'hui, elle a montré qu'en 2023, elle pouvait générer 13 milliards de cash flow. Donc c'est quand même pas mal. Pour ce premier trimestre 2024, je pense qu'il va falloir quand même suivre le prix des voitures neuves, surtout thermiques. Ce qu'il faut regarder quand même dans le viseur, parce que c'est très corrélé au final à sa rentabilité finale à Stellantis. Avec un point d'attention sur les nouvelles normes et taxes européennes, avec une Europe qui devrait certes protéger le marché européen sur l'électrique contre les voitures électriques chinoises moins chères, mais qui se fait quand même plus désirée sur le thermique. Je m'explique. On est quand même dans une année qui est assez stratégique, avec deux super élections, une super élection en Europe avec les européennes et une super élection aux États-Unis, bien sûr. Donc, côté d'abord Union européenne, en juin 2024, donc dans pas longtemps, c'était pas inscrit sur la liste, je crois que tu peux le faire jusqu'au 1er mai, on a certains candidats qu'on va catégoriser plutôt de nationalistes qui affichent des ambitions de moins de réglementation, de moins de normes. Donc en termes de business pur, parce que là on ne fait pas de politique, juste en termes de business, ça serait bon pour le marché de l'automobile. Et là on les anticipe quand même qui prendraient une part plus importante dans le Parlement européen. Donc ça permet de se dire, bon, aujourd'hui l'automobile, on ne va pas se cacher, ça croule sous les normes. C'est un des business qui est le plus complexe en termes de normes. C'est quelque chose qui est absolument terrifiant pour beaucoup d'entrepreneurs dans ce business. Donc là aujourd'hui, la priorité, si on se concentre sur le business de Stellantis, c'est de protéger l'industrie automobile européenne et de pas faire l'erreur de la laisser mourir. L'Europe a déjà fait cette erreur avec le solaire, avec d'autres industries. Aujourd'hui, si tu la défends pas, cette industrie-là, elle va aller ailleurs parce qu'elle va s'adapter. Les entreprises, elles s'adaptent. Hein. Mais voilà, il peut y avoir, pour nous actionnaires, des années un peu décevantes parce que les années d'adaptation, ça coûte de l'argent. Après, sur le long terme, ça se rattrape. Mais nous, on préférait que tout se passe bien. Voilà. Donc là, il y a quand même ça à surveiller. Donc en termes d'anticipation, là, dans un scénario, on n'aurait pas de nouvelles normes européennes. Donc moi là, c'est ce que j'ai simulé. On aura un scénario où on n'aurait pas de nouvelles taxes sur le thermique. Il y en a déjà suffisamment. Donc c'est un gros pari, hein, vu les précédents tournants qu'a pris l'Europe avec plus de taxes. Et en prenant en compte mon hypothèse d'un prix du baril à 85 $ en termes d'hypothèse, moi j'arrive à 16,8 milliards de bénéfices pour Stellantis en 2024. Donc ça serait en ligne avec mes hypothèses aussi de croissance, plutôt de livraison sur ces lignes de production, ce qui ferait quand même une belle croissance à 2 chiffres en 2024 encore pour Stellantis. Donc voilà, une croissance à 2 chiffres sur les bénéfices, ça implique qu'il y a encore du potentiel sur une action, on va le voir dans un second temps. Avant ça, on a quand même côté US, l'élection américaine aussi, on va un peu en parler dans d'autres vidéos. J'en parle pas mal en live aussi, il y a des trades à prendre, je pense, en anticipation. Après, concrètement, dans les sondages, Trump est vainqueur. Sachant que c'est que des sondages, on ne sait pas qui va gagner bien sûr, mais sachant qu'il a une volonté d'arrêter la guerre en Ukraine, en tout cas de faire un deal, hein, c'est son style de présidence, en arrêtant les livraisons d'armes premièrement. Donc voilà, faire un deal pour mettre fin à la guerre et mettre fin aux pertes en vie humaine. Donc on prendrait ça plutôt comme une situation stop-loss. En termes de territoire, etc. Donc stop loss, si on s'autorise bien sûr d'employer ce terme. Donc ça, logiquement, ça pourrait occasionner un désengagement de l'Europe parce que factuellement, l'Europe n'a pas les moyens de produire assez d'armement parce que, quoi qu'en disent les politiques, si on écoute les experts, ça prend beaucoup de temps de créer des lignes de fabrication d'armes. Ça prend des années pour obtenir la cadence importante pour une guerre qui dure un certain temps. Donc, en théorie, l'élection de Trump, ça amènera à un désengagement du conflit, ce qui nous amènera à la paix et donc une baisse du niveau du prix du baril du brut, moins de tension. Une paix, ça serait profitable pour certaines entreprises, dont Stellantis. Stellantis en profiterait. Ça fait partie de ces entreprises qui profitent quand le pétrole est plus bas, parce que la marge de Stellantis augmente, s'apprécie. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait de faire des simulations de l'impact des programmes européens, américains, selon différents scénarios, vraiment sur le côté économique, on ne parle pas d'autre chose, sur les secteurs et industries aussi, les impacts que ça a sur les secteurs et industries d'action européennes et américaines, PEA et CTO. Voilà, c'est sûr que je ferai un point dessus en live privé, ça, voilà, à minima en avril. Mais voilà, peut-être que sur YouTube, ça peut intéresser du monde, dites-le moi, et peut-être par email aussi pour ceux qui sont abonnés à ma newsletter. Le tout, voilà, en restant dans un aspect purement économique. Donc bref, côté Stellantis, on a un facteur de bénéfice anticipé qui est attractif, hein. Mais certes moins qu'en 2023, hein, les premières fois que j'ai commencé à en parler, mais voilà, l'action aujourd'hui, elle est moins value,
mais elle a quand même un potentiel de croissance, de dividendes aussi qui est intéressante, avec un PE ratio à 5,8, anticipé. Ça, c'est basé sur mes hypothèses que je t'ai partagées plutôt sur ses bénéfices. Donc voilà, un facteur de bénéfice à fois 5,8, c'est pas si cher quand on anticipe une croissance à 2 chiffres au final. Le tout avec un risque attendu à 31%, donc en augmentation avec les tensions géopolitiques, un pétrole qui monte, donc qui est défavorable à Stellantis qu'il faut prendre en compte, qui se retranscrit aussi dans ce risque. Donc voilà, aujourd'hui 31%, ça reste dans le domaine du supportable quand même en termes de risque pour un portefeuille qui serait géré dans un esprit bon père de famille. Après, en termes d'objectif de prix, moi je cible toujours 32 € l'action pour fin 2024 pour Stellantis, ce qui laisse quand même un peu de marge anticipée pour moi personnellement, avec un dividende à presque 6%, on va pas s'en plaindre. Voilà, de la rente, de la croissance sur PEA, voilà, c'est intéressant quand même Stellantis. Enfin, avant de te montrer mon application, on enchaîne avec Euronext, la première place boursière européenne. Si tu traites sur PEA, tu dois t'en rendre compte quand tes ordres passent la plupart du temps par du Euronext Paris, Euronext Amsterdam, Bruxelles, Oslo, Dublin, Lisbonne peut-être, et bientôt Milan. Alors sur un an, elle affiche plus 25% de performance, 87 € l'action avec un dividende à 2,5%, donc une bonne affaire sur les 12 mois passés, ça c'est ok. Euronext conserve aujourd'hui en 2024 une bonne dynamique pour moi et a des bénéfices qui sont en croissance en perspective, avec de nouvelles rentrées d'argent à venir, avec la bourse de Milan qu'elle intègre cette année. Voilà, elle est bien diversifiée quand même, avec des revenus sur différents pays d'Europe. On a quand même 30% en Italie, 26% en France. Elle a des divisions d'activités clés qui sont intéressantes, qui délivrent des revenus qui sont en croissance, qui dépendent en partie bien sûr de volume de transactions. Il faut l'avoir en tête quand on achète de l'Euronext ou d'autres types d'actions comme Amundi ou autre. Donc voilà, plus il y a d'opérations passées sur les marchés, plus Euronext fait de l'argent, c'est bon, c'est en croissance. Donc ça c'est quand même un bon indicateur en anticipation. Voilà, quand tu es actionnaire, tu es plutôt content d'avoir ce type de revenu qui est corrélé plutôt aux transactions. Donc c'est une action qui historiquement dérisque aussi le portefeuille, avec seulement 22% anticipé, ça c'est vraiment à noter. C'est un bon point pour un portefeuille géré en mode bon père de famille, en essayant d'optimiser ce fameux rendement sur risque. Moi je te parle beaucoup de risque, je sais que c'est pas le truc le plus sexy, mais je trouve que c'est important de faire vraiment de la pédagogie là-dessus. Le risque, ça se mesure, c'est important d'avoir conscience. C'est pour ça que j'ai fait cette application aussi, on en parlera à la fin, mais voilà, réduire les variations de son portefeuille, c'est important. Et pour ça, avoir des entreprises dont les revenus sont corrélés en partie au volume des transactions, c'est intéressant. Donc pour 2024, moi j'anticipe une croissance de 8 à 9% de ses bénéfices et que je vois de façon assez récurrente d'année en année, à moyen terme, donc en 2025 aussi, également en 2026. Donc oui, à mon sens, ce facteur de bénéfice à x16 pour Euronext, il est acceptable. Et c'est pour ça que moi j'anticipe personnellement une jolie croissance pour l'action Euronext à plus de 100 € l'action horizon 2026, car je pense qu'elle va continuer à tirer profit sur ses synergies, éventuellement racheter des places supplémentaires à venir et profiter de ce volume croissant anticipé des transactions sur ces places boursières. En bonus, voici un petit aperçu de l'application qu'on utilise dans notre club privé des investisseurs pragmatiques. Ici, l'aperçu porte sur les actions Total Energy, Stellantis et Euronext bien sûr, avec un exemple en montrant ces 3 actions en portefeuille, puis en allant voir leur partie analyse d'action. Donc voilà, l'application aujourd'hui, elle permet de suivre son portefeuille d'actions facilement pour t'assurer d'acheter des actions de qualité, pour faire croître ton patrimoine. C'est un outil qui est vraiment clé dans mon programme privé Investir avec pragmatisme. Tu sais, c'est mon unique offre premium qui regroupe l'accès à vie à la formation, qui va t'apprendre à te construire ta propre stratégie de croissance ou de rente, l'accès à vie au club privé des investisseurs pragmatiques bien sûr, qui inclut aussi l'accès au live privé mensuel et ses rediffusions. Avec en bonus, je te donne l'accès à vie au suivi de mes portefeuilles personnels PEA et CTO. Et en ce moment, tu l'as bien compris, l'accès en avant-première à l'application pour gérer ton portefeuille. Voilà, avec ça, tu as tout ce qu'il te faut pour investir avec pragmatisme. Donc si tu t'es décidé à investir sur toi-même, car pour bien moins qu'une action L'Oréal ou Kering aujourd'hui, tu peux te former et avoir un potentiel de croissance significatif. Pour nous rejoindre, c'est sur mon site web guistorm.com. Voilà, comme d'habitude, sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!